Allez, on va commencer. Je vous souhaite à tous la bienvenue à ce quatrième webinaire Senji que l'on est ravi de partager avec vous, dont l'objectif est de vous transmettre de l'information et un début de formation sur les méthodes que l'on utilise pour dimensionner les projets d'éclairage solaire. C'est un métier spécifique, comme beaucoup d'autres métiers propres à l'énergie et au dimensionnement des parcs. Et le thème que l'on vous propose aujourd'hui, c'est l'éclairage solaire, comment gérer de façon intelligente votre parc. Je suis Myriam Fournier-Cassimi, fondatrice et dirigeante de Senji en Algérie et en France. Et je suis très heureuse de partager avec mon équipe et notre partenaire Indigo Énergie aujourd'hui ce webinaire avec vous. Sans plus attendre, je laisse la parole à Madame Madi et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Il y a quelques personnes qui ont l'habitude de se connecter avec nous dans d'autres webinaires. Donc aujourd'hui, c'est le quatrième webinaire de Sunvi, donc dédié à l'éclairage solaire. Donc, comme vous le savez, l'éclairage solaire est devenu vraiment le moyen pour passer à la transition énergétique et c'est le moyen le plus fréquent utilisé dans la partie euh, énergie renouvelable. C'est bon, Mohamed, pour toi? Parfait. Super, très bien. Donc, je vais animer, je suis la directrice commerciale de Sunji. Je vais animer cette session de webinaire. Sans plus tarder, on va commencer. Avant ça, il ne faut pas hésiter à nous poser vos questions sur l'onglet à votre droite, sur la partie discussion ou Q&A. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter Sunji. Donc, on est un bureau d'études. Mohamed, tu peux passer à la diapo, s'il te plaît? On est un bureau d'études spécialisé dans l'énergie solaire. Donc, nous faisons tout ce qui est projet de centrales solaires en France et en Algérie. On a commencé notre activité en 2014 avec pour objectif, c'est de se spécialiser dans le solaire et d'apporter de l'énergie solaire partout pour tous et pour chaque besoin spécifique. Nous sommes une équipe d'ingénieurs passionnés et j'espère qu'on pourra vous transmettre notre passion à travers ce webinaire. De jeunes ingénieurs ambitieux et on a pu capter la passion de notre dirigeante pour pouvoir transmettre cette énergie et du coup donner un impact positif sur notre planète. Nous agissons dans une chaîne de valeur assez complète. Donc, nous commençons par la partie pré-études, études, réalisation, exploitation et maintenance. Et bien sûr, nous gérons la partie garantie. Nous nous appuyons sur un réseau de partenaires de qualité et qui ont ce niveau de qualité que nous souhaitons transmettre à nos clients. Et bien sûr, nous avons des certifications que nous avons acquises avec le temps, que ce soit pour l'entreprise ou en tant que personnel. Donc, comme je vous le disais, sur notre réseau de partenaires, nous nous appuyons sur la partie éclairage sur deux partenaires principaux. C'est des fabricants de LED algériennes. Nous avons Luxi d'un côté qui a une usine à Médéa et qui fait de la fabrication de LED et avec qui nous avons collaboré, co-développé de l'éclairage solaire et nous avons Indigo Énergie avec lesquels on travaille aussi depuis déjà un bon moment sur tout ce qui est études, sur éclairage. Ils fabriquent aussi des LED de qualité à Béjaïa et donc nous avons aujourd'hui Benoît Arnal, notre partenaire avec nous qui va co-animer cette présentation avec nous. Donc, cette présentation, il y a moi-même qui
ferait l'animation, notre dirigeante passionnée du solaire qui est aussi avec nous, Monsieur Benoît Arnal, qui est cofondateur et CEO de Indigo Energy, avec son expertise dans le solaire depuis quelques années, et Mohamed Nehar, notre ingénieur spécialiste de tout ce qui est éclairage et exploitation chez Senji. Donc, pour commencer, je voulais déjà vous faire un petit zoom sur les avantages de l'éclairage solaire. L'éclairage solaire, c'est le premier moyen actuellement dans le monde pour pouvoir commencer à passer à cette transition énergétique et utiliser du solaire. C'est une solution qui a plusieurs avantages. Des avantages économiques, bien sûr, parce que ça permet de réduire de plus de 70% vos factures et les factures d'électricité de ceux qui l'utilisent. Et ça permet d'avoir des coûts de fonctionnement assez réduits sur l'exploitation. C'est aussi des éclairages qui sont autonomes et indépendants. Donc, des fois, quand on fait le choix de les déconnecter du réseau carrément, donc on peut faire ça. Et c'est des éclairages donc, qui pourront fonctionner sans aucune interdépendance entre eux. Donc, du coup, s'il y a un éclairage qui est défaillant, ou qui est à l'arrêt, ça n'affecte pas toute une ligne sur une rue ou sur un éclairage. C'est bien sûr une solution écologique et qui va vers cette transition énergétique dont on parle surtout ces derniers temps. Une énergie fiable, de qualité et avec une certaine stabilité. Et l'avantage aussi important, c'est du plug and play. Donc, c'est des solutions qui sont standardisées, qui sont en kit et qui sont mises en place très rapidement sans de gros travaux de génie civil. Donc, dans ce webinaire, on va vous parler de plusieurs points. Nous allons commencer par les notions de base à connaître sur la partie éclairage solaire. Nous passerons après par vous dérouler la méthode de prise en charge d'une étude de dimensionnement de solaire. Et puis, nous parlerons de quelques exemples de réalisation avec notre ami Benoît et la partie smart lighting et perspective d'innovation, tout ce qui est gestion intelligente de l'éclairage. Donc, je laisse la main à Mohamed pour commencer la présentation. Donc, il faut noter qu'à des intervalles de cette présentation, nous nous arrêterons pour prendre quelques questions et pouvoir vous répondre en live. À toi, Mohamed. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre participation à ce webinaire. Je m'appelle Nahar Mohamed, je suis ingénieur d'études d'exploitation photovoltaïque chez Senji SPA et je suis ravi de vous présenter ce webinaire qui portera sur la thématique de l'éclairage solaire. Alors, nous allons tout de suite commencer par la première étape, c'est je vais vous expliquer les notions de base de l'éclairage solaire, la configuration des systèmes photovoltaïques pour l'éclairage solaire. Alors, nous avons le premier élément, c'est le panneau photovoltaïque. Donc, c'est l'élément responsable de la conversion de l'énergie solaire en énergie électrique. Ensuite, nous avons le cœur du système, c'est le régulateur. Cet élément qui est responsable non seulement de la charge et des charges de la batterie, mais aussi la gestion intelligente de l'éclairage, que nous allons parler plus tard. Nous avons aussi la batterie, donc c'est l'élément qui va stocker l'énergie durant le jour afin de la restituer pendant la nuit. Enfin, nous avons la LED, donc ce qui est l'élément responsable de l'éclairage. Donc, après avoir exposé la configuration d'un système d'éclairage photovoltaïque, nous allons maintenant introduire deux notions très importantes dans l'éclairage. Donc, la première, c'est le flux lumineux. Donc, on peut le définir d'une manière, c'est la puissance lumineuse d'une source telle qu'elle est perçue par l'œil humain. Elle est mesurée en lumens. Aussi, nous avons la deuxième notion, c'est l'éclairement lumineux. C'est l'intensité lumineuse reçue par une unité de surface. Donc, la figure 1
illustre non seulement le flux lumineux que vous voyez ici, et aussi l'éclairement lumineux. Pour exemple, nous allons prendre un éclairage routier. Donc, il est communément normalisé qu'un éclairage routier, en termes de flux lumineux, est compris entre 6700 lumens jusqu'à 32 000 lumens. Et en termes d'éclairement, donc on est généralement entre 7 lux et jusqu'à 25 lux. Et cela, il ne faut pas moins, sinon on sera dans des zones ombrées, zones dans le noir, et pas trop non plus pour ne pas que ça soit pas trop éblouissant. Donc, après avoir exposé les grandeurs photométriques, nous allons maintenant passer à la méthode comment faire une étude d'éclairage d'un éclairage solaire. Alors, la première étape, c'est la récolte des besoins du client. La deuxième, c'est l'étude photométrique. Et la troisième, c'est l'étude énergétique. Donc, nous allons commencer tout d'abord par le besoin, la récolte du besoin. Voilà. Donc, avant de commencer une étude en éclairage solaire, donc, on analyse les besoins du client afin d'assurer les critères suivants. Donc, nous avons le premier critère, c'est le confort et la sécurité. D'un point de vue éclairement, c'est des zones à risque. Le deuxième point, c'est le coût. Et le troisième, c'est la qualité. Donc, il demandera du budget que le client fournira dans ce projet. Alors le déroulement d'une récolte de besoins ou d'une récolte de besoins, donc, si le client a déjà un éclairage installé et veut garder le même niveau d'éclairement, donc nous allons procéder alors à un relevé photométrique, c'est-à-dire que nous allons nous déplacer sur site muni d'un luxmètre que vous pourrez voir ici et la fiche de relevé photométrique. Donc, la fiche photométrique, donc, chaque case représente ou correspond à une mesure d'éclairement et on note rigoureusement toutes les mesures. Donc, on va faire un relevé, donc, comme vous voyez ici, entre deux lampadaires et on va diviser la surface en longueur et en largeur. Et chaque case correspondra à une mesure photométrique qui va nous permettre d'avoir le luxe moyen. Et ce sera une contrainte que nous allons faire. Ce sera un point de départ ou une contrainte que nous avons pour concevoir notre solution photovoltaïque. Ça, c'est si le client a déjà un éclairage existant. Mais si nous avons un nouveau projet, donc il n'y a pas d'éclairage déjà existant, nous allons nous appuyer sur la norme 13201. Donc, c'est une norme, elle est déjà normalisée par des experts. On peut prendre par exemple ici un exemple d'un trottoir piéton. Donc, il faut un minimum 7,5 à 10 lux, en maximum 10 à 15 lux afin que les piétons peuvent voir, la route piétonnière sera mieux éclairée. Voilà. Donc, après l'étape du relevé des besoins clients, maintenant je vais vous montrer comment on fait une étude photométrique, ou disons les étapes pour faire une étude photométrique. Donc, ce slide-là, cette figure-là illustre les différentes distances. Donc, nous avons la hauteur du mât et l'interdistance. Donc, l'objectif, c'est de définir l'interdistance et la hauteur du mât. Alors, pour avoir la hauteur du mât, il faut qu'elle soit égale ou supérieure à la chaussée, à la largeur de la chaussée. Et l'interdistance, donc, elle sera comprise entre 3,5 fois la hauteur du mât et 4 fois la hauteur de mât. Donc, ces grandeurs, pourquoi on calcule la hauteur du mât et l'interdistance? C'est pour optimiser la puissance de la LED et le nombre de LED. Par exemple, dans une longueur de route d'1 kilomètre. Donc, une fois qu'on a ces distances-là, ces paramètres-là, on va les rentrer dans un logiciel de simulation. Donc, ce logiciel, il est connu des gens qui utilisent, très connu dans l'éclairage. C'est un logiciel
open source d'une université allemande. Donc, il va nous permettre de simuler nos LED et avoir disons, les luxes et les fausses photométriques. Donc, vous voyez à droite, donc ça, vous voyez à droite, c'est un exemple d'une étude à Alger, d'une usine à Alger. Donc, nous avons implanté des luminaires sur cette usine. Elle est située, elle a des normes de sécurité et d'hygiène très strictes. Donc, des luxes aussi très stricts. Donc, nous avons simulé l'éclairage et voici les rendus. Donc, vous pouvez voir la figure numéro 6, donc la figure à gauche, la fausse photométrique simulée dans le logiciel Dialux en question. Donc, vous pouvez voir dans cette zone-là que l'éclairement est intense, c'est 40 lux, parce qu'il y a une zone de chargement, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de mouvements, donc on est contraint de maintenir, ou de maintenir un éclairement disons, très élevé. Et aussi, nous avons une autre zone, donc cette zone-là, c'est une zone d'entrée camion, donc nous devons avoir un luxe important aussi. Dans des zones rouges, si vous voyez ici, c'est 30 lux. La figure qui est à droite, donc la figure numéro 7, c'est on peut voir un rendu réel. Donc on peut réellement voir ici qu'on a un éclairement vraiment soutenu dans cette zone de chargement. Alors le lux moyen dans cette étude, c'est 20 lux et le maximum, c'est 40 lux dans la zone de chargement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette étude photométrique? Donc, les principaux caractères qu'on a soutirés de cette étude, c'est déjà la puissance du luminaire, le flux lumineux du luminaire et la hauteur des mâts et les distances entre les mâts. Donc, cette étude nous a permis d'avoir ces données-là. Ensuite, dès que nous avons terminé cette étude photométrique, on va passer à l'étude énergétique. Donc, comment alimenter cette puissance électrique? Donc, on va découvrir les différents éléments que nous avons expliqués précédemment. Donc, le premier élément, c'est donc comment choisir une LED. Donc, le choix de la LED dépend essentiellement de la puissance électrique en watts, le flux lumineux, de l'éclairement, de sa distribution lumineuse. Nous n'avons pas parlé à défaut de temps, et la lentille, le type de LED et le moteur optique. Donc, c'est des caractéristiques qu'on devons s'appuyer afin de choisir notre LED. Ensuite, nous avons le choix de la batterie. Donc, pour choisir notre batterie, le dimensionnement des batteries dépend essentiellement de la puissance du luminaire, le besoin en autonomie jour, c'est-à-dire combien d'autonomie, si on aurait besoin de 3 jours, si on est en off-grid ou des jours hivernales en l'hiver. Le profil d'éclairement, éclairage, soit éclairé à 100% pendant toute la nuit, ou on va opter pour un éclairage intelligent. Donc, on va parler ça plus loin. Et nous avons aussi la technologie de la batterie qu'on va voir juste après. Alors, voici un tableau comparatif qui résume les avantages et les inconvénients des différents types de batteries qui sont utilisés dans l'éclairage public. Donc, les trois types de batteries qu'on utilise dans l'éclairage public, essentiellement, c'est le plomb, le lithium-ion et le NiMH. Et bien sûr, chaque catégorie de batterie a ses avantages et ses inconvénients. On prend par exemple le plomb. Donc, l'un des avantages du plomb, c'est son prix. Donc, c'est une batterie moins chère, la plus moins chère sur le marché. L'un des inconvénients, on prend par exemple, on a la température, c'est un coefficient de température, en fonctionnement de température très bas. Donc c'est une contrainte, disons, c'est une contrainte. Pour le lithium-ion, l'un des avantages, c'est sa profondeur de décharge. On peut aller vers des profondeurs vraiment très importantes. Donc, ça va non seulement augmenter sa durée de vie, et on peut avoir aussi une garantie vraiment sur le produit. Bon, pour les inconvénients, nous avons
là aussi le fonctionnement en température, disons, euh, un site et un coefficient de température assez bas. Nous avons enfin le NIMH. Donc, le NIMH, c'est maintenant la technologie la plus utilisée. On peut voir ça dans ses avantages. On a la température de fonctionnement. Vraiment, il fonctionne à des températures très importantes. Et il a une durée de vie aussi très, très, très importante. Mais l'un des inconvénients, c'est l'autodécharge. Donc, si on laisse ces batteries-là pendant une longue durée sans utilisation, on risque vraiment de les perdre. Donc, c'est l'une des applications. Donc, le NIMH, c'est l'une des applications du NIMH. Vraiment, c'est les zones où il y a beaucoup de chaleur, comme le sud algérien. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer au dimensionnement du panneau. Donc, comme nous avons dit, le panneau, c'est un élément essentiel car il fournit l'énergie électrique. Donc, le dimensionnement du module photovoltaïque dépend essentiellement, en premier lieu, de la capacité de la batterie, donc la batterie qu'on va charger. Les radiations solaires, les radiations, donc l'ensoleillement, et tout dépendra aussi des coordonnées GPS, donc l'emplacement. La surface disponible exploitable, faut tenir compte qu'on va placer ce panneau-là à une hauteur de mât. Donc, ça va représenter une prise de vent. Aussi, la technologie des cellules va nous permettre aussi de réduire la surface pour des mêmes puissances. Ensuite, donc on revient vers le régulateur. Donc, on revient vers le régulateur, le choix du régulateur. Donc, comment on choisit le régulateur? Déjà, c'est par rapport à la puissance du module solaire, la puissance et la tension. La puissance du luminaire qu'on va alimenter. Le type de batterie. Donc, il faut tenir compte qu'il faut choisir ce régulateur-là parce qu'il y a plusieurs algorithmes de charge. Donc, si on choisit un régulateur pour la gel ou pour le NIMH, ce ne sera pas le même algorithme. Donc, il faut faire attention, il faut faire gaffe. Euh, ça va agir directement sur la durée de vie en fait, de la batterie. On va bousiller notre batterie. Le profil de charge qu'on va, le profil de charge qu'on va en parler juste après. Et l'éclairage, aussi, ça dépendra de l'éclairage, est-ce qu'il est commandable? Donc, est-ce qu'on pourra le commander avec le régulateur ou pas? Voilà, donc on va parler des profils d'éclairement. Donc, afin d'économiser notre batterie, nous avons intégré dans des régulateurs des algorithmes qui vont faire une gestion intelligente de l'éclairage. Donc, l'une des méthodes de gestion de cette énergie-là, c'est le diming. Donc, c'est un profil d'éclairement. Donc, nous avons convoyé ici des niveaux d'éclairement avec des durées qui correspondent à ces niveaux-là. Donc, par exemple, on va prendre le diming. Juste après le coucher de soleil, nous avons une durée avec un niveau d'éclairement. Avant le lever du soleil, nous avons aussi une durée avec un niveau d'éclairement précis. Et entre les deux, nous allons paramétrer aussi notre régulateur à un certain niveau d'éclairement, une certaine durée. Donc, il faut savoir que tous ces paramètres-là sont paramétrables, on peut les changer, on peut agir sur ces paramètres et on va les définir lors de notre étude. Donc, lors de notre étude, on va définir ces paramètres-là. Ensuite, donc nous avons un autre profil. Bon, le premier profil, c'était le profil du programme dimming. Donc, le deuxième, c'est la détection de mouvement. Donc, c'est l'un des profils les plus utilisés récemment dans l'éclairage. Donc, nous avons deux niveaux d'éclairement. Donc, le premier niveau, disons, sans détection de mouvement et le deuxième avec détection de mouvement. Donc, dès qu'on a une détection, un mouvement, le capteur qui est situé sur le luminaire va envoyer un signal vers le régulateur qui va commander l'éclairage et va lui dire d'augmenter son intensité à certains niveaux. Et bien sûr, cet éclairement va durer une certaine durée. Comme pour le diming, ces paramètres-là, le niveau d'éclairement min et max et la durée, sont paramétrables et aussi issus de notre étude. Pour le troisième, le troisième mode, donc,
ce qui fait maintenant, c'est la détection avec le mode diming. Donc, on va intégrer la détection en mode diming afin d'optimiser encore plus, encore mieux notre système. Et comme vous voyez ici, nous avons incorporé donc de la détection dans le diming. Par exemple, pour un fonctionnement, si par exemple on met des lampadaires sur un jardin, durant par exemple les premiers 4 heures de la nuit jusqu'à minuit, nous aurons bien sûr beaucoup de gens qui vont circuler, mais après, disons après minuit, après une certaine heure de la nuit, il n'y aura plus personne. Donc, une détection, ce sera suffisante pour éclairer par exemple un gardien ou les gens qui vont passer. Et je vous remercie. Merci Mohamed. Pour cette présentation, nous avons quelques questions qu'on commence à avoir sur la partie Q&R. Donc, première question, quel est le langage de programmation des BMS évoqué dans le slide 23? Merci. Benoît, est-ce que tu peux répondre à cette question? Je suis toujours muet. Allô? Oui, oui. Ça passe? Bon, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Au niveau des BMS, en fait, il peut y avoir plusieurs types de programmation. Souvent, ce sont des programmations propriétaires, c'est-à-dire que ça dépend du fabricant. Mais la plupart du temps, c'est des programmations qui se font en fait en infrarouge à travers des remotes. Et ça permet de programmer juste un luminaire. Par contre, il y a d'autres techniques qu'on verra un petit peu plus tard au niveau de la gestion de l'éclairage, où tout ça, ça peut se faire sans fil et à distance. On verra ça un petit peu tout à l'heure. Merci Benoît. Mohamed, tu veux rajouter quelque chose sur ça? Je crois que Benoît a fait le tour sur la question. Très bien. Je prends une deuxième question. Quel est votre retour d'expérience sur l'éclairage solaire installé dans le sud du pays? Y a-t-il un impact par rapport aux conditions climatiques sur le système? Mohamed, tu prends la question? Oui. Donc, par rapport aux projets qui ont été faits dans le sud, c'est des projets qui ont été. Nous avons installé des luminaires munis uniquement des batteries NiMH. Il y a eu vraiment un bon rendement. Ça fait maintenant 2 ans ou 3 ans qu'ils sont installés. Et ensuite, des conditions vraiment, je peux dire, je crois que c'est Béchar. Oui, c'est Béchar. C'est Béchar, donc c'est vraiment températures très hautes. Et jusqu'à maintenant, ça fonctionne sans aucun problème. Voilà. Merci. Myriam, tu veux compléter ça? Oui, bon, rebonjour à tous. Finalement, on a eu de nombreux participants qui ont réussi à se joindre. Bravo, je vois qu'il y a toujours des petits sujets de connexion, d'interconnexion. Ne vous inquiétez pas, l'enregistrement de la vidéo du webinaire sera en ligne sur nos réseaux sociaux et vous pourrez revisionner l'ensemble de ce qu'on est en train de se dire. Et par ailleurs, suite à une forte demande, et on en est très fiers, on va programmer une autre session le 14 mai. Donc, pour revenir à cette question précise, Mohamed, merci. Ça a été très clair, votre première présentation, et on a bien compris les différents choix que l'on doit faire en fonction d'un certain nombre de paramètres, le besoin du projet, bien sûr, ses conditions environnementales, son budget. Donc, on a installé à Adrar, on a installé à Béchar du NiMH avec des résistances très bonnes sur le choc des températures. Comme vous l'avez dit, le NiMH est un peu plus cher, mais parce qu'il va durer longtemps et qu'il a des amplitudes thermiques très importantes et que c'est des technologies de batterie qui sont utilisées et éprouvées depuis très longtemps dans l'aéronautique, dans tout ce qui est sous-marin ou bien aviation. Donc, on va en plus résister énormément à la pression atmosphérique. Et là, nous, on sait maîtriser ces batteries avec nos partenaires pour aussi comprendre les différentes réactions de ces batteries et le BMS qui doit gérer ces batteries. Donc, pour ça, on a de très bons retours d'expérience sur ces parties du Sud. Plus au nord, bien sûr, on a installé du lithium, on a installé du plomb, des choses un peu plus accessibles en termes de prix, qui vont être moins sensibles aux températures du nord. Mais on sait que dès qu'on passe Biskra, et c'est déjà un peu tard Biskra,
ces technologies-là ne sont plus adaptées aux fortes températures dans le désert. On a aussi conseillé de nombreux projets publics et privés qui avaient malheureusement installé des technologies de batterie non adaptées au sud et ils nous ont demandé mais pourquoi ça ne marche pas, le takashamsi amatimshich comme ils disent, ou l'éclairage solaire ne marche pas. Et avec un premier coup d'œil, on voit tout de suite que la batterie n'était pas adaptée aux conditions climatiques. Elles sont mises en extérieur. Le plomb ne résiste pas, hein, c'est à 25 degrés. Donc, non seulement le dimensionnement n'était peut-être pas adapté, mais par ailleurs, la batterie n'était pas bonne. Donc là, très rapidement, on voit que c'est un choix qui mérite une étude et qui se fait en fonction de tout un tas de paramètres. Merci Myriam. Autre question, peut-on adapter une de vos solutions à éclairage existant avec du sodium, avec sûrement des batteries sodium? De l'éclairage sodium, oui. L'éclairage sodium. Ah, d'accord. Alors, pareil, je vais prendre et après Mohamed et Benoît, n'hésitez pas à compléter. Tout à fait. C'est évidemment pas ce qu'on recommande parce que le sodium va consommer 100 watts, 150 watts jusqu'à 200 watts. Donc, il va falloir dimensionner des capacités en kilowattheure dans les batteries et dimensionner la génération photovoltaïque pour une telle puissance. Or, avec les LED, on a eu des très bons résultats avec les LED Indigo Energy il y a 5 ans et 4 ans sur le marché de Grotte Tipaza, par exemple. Le client ne souhaitait pas, pour une raison budgétaire, de temps, remplacer ses lampes sodium. On lui a fourni de l'énergie et un parc batterie pour son dispositif sodium. Ça a très bien fonctionné, on sait faire. Mais très vite, il a compris qu'il fallait qu'il aille sur des solutions efficaces en énergétique, les LED, qui sont froides, qui ont beaucoup d'avantages et qui vont offrir pour 10 fois moins de watts, quasiment la même lumière, voire plus, dès lors qu'on va rajouter un moteur optique, une gestion intelligente. Et ça, on a vraiment fait beaucoup de démonstrations, on a beaucoup de données. Donc oui, on sait faire le sodium. Et pour une première étape ou une première démarche, ou si vous avez d'autres contraintes budgétaires, de place et de temps, on sait tout à fait raccorder du sodium. La deuxième limite que l'on a avec le sodium, c'est parfois l'instabilité des lampes. Si elles ne sont pas de bonne qualité, elles vont réagir en électricité en renvoyant des effets Joule, enfin, on ne va pas rentrer là-dedans, mais elles vont renvoyer certaines perturbations électriques qui, là aussi, peuvent un peu déstabiliser la partie batterie, la partie BMS et la partie génération photovoltaïque. Mohamed ou Benoît, si vous voulez compléter, n'hésitez surtout pas. Pour compléter juste un point, je dirais que les gens qui ont un parc de luminaires à sodium, en fait, cherchent avant tout à faire une action d'ordre énergétique et donc en priorité de réduire de la facture, mais réduire de la consommation énergétique. Donc, en fait, le premier des points à faire, c'est toujours de réduire la consommation. Et ensuite, on se pose la question de comment est-ce qu'on alimente cette lampe. Donc, le premier des points à faire, c'est de changer un lampadaire à sodium qui consomme 200 watts ou plus par des luminaires à LED. Et ensuite, on se pose la question de comment est-ce qu'on va l'alimenter, soit par le réseau, soit par un éclairage solaire. Donc, la première des recommandations, c'est en effet de passer du sodium vers des LED. D'accord. Très bien, merci. Autre question, pouvez-vous nous faire des préconisations concernant les systèmes avec batterie, plomb, lithium, NiMH pour l'Algérie? Des préconisations, peut-être surtout sur le côté température. Comme je disais, la batterie à gel a une coefficient de température très bas. Donc, il ne faudrait pas l'utiliser pour des applications éclairage, surtout dans des zones aériennes. Il faudrait opter pour les solutions en NiMH. Ça, c'est la première des choses. Et aussi, pour la batterie à gel, nous avons aussi une durée de vie, disons, minime. Donc, nous allons démontrer notre batterie à gel pour une profondeur de décharge jusqu'à 40%. Donc, ça sera, disons, des inconvénients. Donc, le meilleur, c'est d'utiliser les NiMH.
Myriam, tu veux compléter par rapport à ce qu'on a fait sur les projets au sud? Oui, alors on a des recommandations, bien sûr, et Mohamed a raison, on doit s'adapter aux contraintes de budget. Il faut nous, on va vous présenter tous les avantages, tous les inconvénients, et on sait travailler sur plusieurs variantes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en partenariat avec Indigo Energy. Il a une compétence très développée sur tout ce qui est BMS, sur tout ce qui est régulateur. Il est en lien direct, comme nous, avec les partenaires manufactureurs des batteries. Et c'est un secteur qui évolue très vite. Donc, on doit toujours être aux aguets. Et plus on est d'experts et on travaille en bonne intelligence, plus on vous apporte une réponse adaptée à votre projet. Donc, le plomb, on n'y est pas du tout opposé. Il y a des... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous l'a présenté. On vous met juste en highlight que le plomb, il va falloir faire une maintenance. Donc, ça augmente un peu les coûts d'opération. Et il va falloir la remplacer dans 2 ans ou dans 3 ans. En revanche, son prix est très compétitif. Si vous avez un budget limité d'investissement de CAPEX, pardon, alors c'est la batterie qui répondra. Dans ces cas-là, il faudra intégrer des coûts de maintenance sur cette batterie et des surveillances. Et comme il vous le disait très justement, en dessous de certaines longitudes, on n'ira pas. Enfin, ça ne sert à rien de vous mettre une batterie plomb quand on sait qu'elle ne va pas fonctionner. C'est même dangereux. Donc ça, Sunji et ses partenaires le recommandent clairement en disant, enfin, on n'est pas là pour vendre nos trucs et nos marchés. On préfère vous conseiller au meilleur titre. Et donc, cette batterie, elle a une deuxième limite, c'est que lorsque vous avez 100 de kilowattheures disponibles dedans, la réalité, c'est que vous n'allez utiliser que de 40 à 60 parce que la chimie d'une batterie plomb, peu importe sa sous-techno d'ailleurs, gel, etc., ne peut pas aller en dessous. Et si vous allez en dessous, en forçant ça, la batterie réduit d'autant sa durée de vie. Donc tout ça, on prend le temps d'expliquer à tous les décisionnaires, les acheteurs, les prescripteurs, les utilisateurs, les mécaniciens, les électriciens, on prend vraiment le temps pour expliquer ça. La décision vous revient bien sûr. De la même façon, sur le lithium, il y a beaucoup d'avantages au lithium aujourd'hui. C'est un prix qui est compétitif, il a des décharges très importantes, il a une amplitude thermique un peu plus importante que le gel et il va durer beaucoup plus longtemps. De la même façon, les régulateurs qui vont être en face et qui vont réguler cette batterie lithium doivent aussi être adaptés à ce que vous souhaitez faire. Et donc, on a une multitude de combinaisons possibles de façon à vous conseiller. Le questionnement qui est à faire, c'est l'environnement de la batterie. Donc, est-ce qu'on va être sur des températures élevées? Qu'est-ce qu'on souhaite en faire? Est-ce qu'on veut une utilisation toute simple ou est-ce qu'on veut rajouter un petit peu d'intelligence dessus? Et quelle est la LED que l'on met en face? Parce que si on est sur une autoroute ou si on est dans un jardin ou dans un parc privé, forcément, les besoins en lumen et en luxe ne sont pas les mêmes. Très bien, merci. Autre question, si on parle de mode diming, y a-t-il un diming précis pour un éclairage destiné pour éclairer une route et un éclairage pour un trottoir des passants par exemple? Si oui, plus de détails, merci. Mohamed? Oui, bien sûr qu'il y a, on va pas, donc il faut déjà savoir, comme je disais, les paramètres de dynamique dépendent toujours de notre étude. Donc, tout dépend, donc dans le départ, excusez-moi, donc au départ, on va faire notre étude. Dans cette étude-là, on va voir si on est dans par exemple, un jardin ou une route principale. Donc, on va démarrer aussi des hypothèses. Donc, on va démarrer de dire si c'est un jardin, il va fonctionner de telle heure à de telle heure et on va fixer nos paramètres. Si c'est une route, aussi on va éclairer d'une heure à une heure, peut-être plus en intensité plus importante. Et on va intégrer, on va avoir une durée de fonctionnement aussi plus importante. Donc, à la place qu'on voit ici, par exemple pour le mode dynamique, à la place si on fait une durée de 4 heures, on va augmenter cette durée-là à 6 heures, à 7 heures, donc afin d'optimiser le fonctionnement et éclairer la route comme il se doit.
Benoît, tu veux Non, c'est bon. compléter ça? Très bien, c'est clair. Oui, merci. C'est en effet programmable quasiment à l'infini sur les paramètres. Ça dépendra bien sûr du type de batterie derrière. Enfin, vous avez compris de l'ensemble des quatre équipements qui sont très interdépendants finalement ensemble. Pas de panique. Une fois qu'on a paramétré ça et que l'éclairage est en place avec sa batterie et son BMS, on peut encore changer le profil d'éclairement. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous rendez compte que ça s'allume trop fort à minuit ou pas assez fort, ou bien que la détection de présence n'est pas au bon endroit, on intervient et on rechange encore les paramètres avec vous. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement en live pour un client qui est basé dans la banlieue d'Alger. On avait défini les besoins et on avait fait beaucoup d'analyses avec eux, mais finalement, ce n'est pas des spécialistes de l'éclairage et c'est tout à fait normal. On avait des zones identifiées comme étant nécessaires d'avoir un éclairage toute la nuit. Donc, c'est chargement, déchargement en général. C'est une entreprise dans l'agroalimentaire, donc elle a des normes HSE très strictes. Et quand on l'a mis en service, elle a été contente de certains positionnements de diming et elle a demandé à dupliquer ce diming ailleurs. Donc, on est intervenu directement sur les batteries ou sur le BMS. Ça dépend de où est-ce qu'est situé la commande. Et on a rechangé en phase d'exploitation le programme avec le client. Donc, typiquement, on peut tout à fait, sur un même parc d'éclairage, avoir plusieurs paramétrages différents. Un qui va être en détection de mouvement, l'autre en full diming, l'autre en diming un peu différent. Donc, en fait, on joue sur la durée d'éclairement à 100%, 80%, 90%. À quel moment vous pensez et vous souhaitez que ça redevienne du 80 ou du 100%. On peut mettre plusieurs sous-paramètres. Et le BMS, lui, va capter tout seul, le premier jour, l'environnement dans lequel il est. Donc, il va détecter la nuit et il va détecter le jour. Le deuxième jour, il va confirmer ou infirmer les premiers paramètres qu'il avait fixés tout seul le premier jour. Et le troisième jour, il est en mode exploitation. Et encore une fois, plus tard, on peut encore intervenir pour remodifier certains paramètres pour encore plus de confort et fine-tuner, customiser, vraiment personnaliser l'éclairage que vous souhaitez. Très bien. Merci. Est-ce que vous utilisez du stockage pour chaque mât? Si c'est le cas, quel est son impact sur le coût économique? Myriam? Donc ça, c'est pour la solution centralisée, décentralisée. Oui, qu'on n'a pas encore intervenu. On va en parler. Voilà. Alors effectivement, autant que faire se peut, on a la batterie qui est directement sur le mât. Donc vous avez un candélabre indépendant. Et on peut aussi centraliser les batteries. C'est ce que va vous présenter Benoît juste après. Donc, dans ces cas-là, il y a des avantages sur le premier en termes de coût et d'indépendance. C'est-à-dire que le clairage est totalement autonome. Si le clairage avant ou après, pour une raison ou pour une autre, vandalisme, etc., a un problème, tous les autres continuent de fonctionner. Il n'y a pas de lien entre les deux. Et nous, on peut intervenir sur la batterie en elle-même si elle est défaillante ou si elle a, pour une raison ou pour une autre, besoin d'une intervention particulière, sans nuire aux autres éclairages. Vous allez voir également dans les solutions de smart lighting qu'on a déjà en place que là aussi, à distance, on peut paramétrer, contrôler, regarder ce qui se passe. Donc, le fait que la batterie, elle soit toute seule sur son mât, oui, ça influe. On est sur des batteries pas très chères, très économiques sur les batteries plomb. En revanche, il faut un petit boîtier pour la protéger sur le mât ou bien on l'enterre pour qu'elle ait moins de poussière et moins d'amplitude thermique. Les NiMH et le lithium, on va les mettre le plus proche possible lorsque c'est possible du mât, enfin de la tête d'éclairage, pardon, pour qu'on ait le maximum de commandes directement avec la LED, qu'elle soit le plus optimisée possible et le plus programmable possible. Et on sait faire les deux, c'est-à-dire qu'on sait centraliser les batteries ou bien on sait les décentraliser sur chacun des mots. J'espère que j'ai répondu à la question. N'hésitez pas à la repréciser si vous avez... Merci Myriam. Mohamed, peut-on hybrider l'éclairage solaire alimenté avec du photovoltaïque avec le réseau public, par exemple? Oui, bien sûr qu'on peut.
Il y a des solutions, il y a certains fabricants maintenant qui proposent ces solutions. Oui, on peut. Benoît, je pense qu'il peut compléter là-dessus parce qu'on a eu un projet comme ça. Il a un régulateur particulier là-dessus. Bon, en effet, techniquement, il y a des solutions et donc c'est possible de mettre à la fois un accès par une alimentation par le réseau et une alimentation solaire. Maintenant, la question, c'est de savoir sur un luminaire solaire, en fait, un des intérêts est justement de ne pas avoir besoin de faire de tranchées pour enterrer un câble. La question, justement, lorsque on a à la fois un accès réseau, donc on a du câble enterré et on a cette possibilité de mettre des panneaux solaires sur le mât. Donc ça veut dire qu'on a du câble en même temps. Donc, tout dépend, tout dépend s'il y a déjà en fait ce qu'on appelle une rénovation avec du câble qui est déjà enterré, ou bien si on est dans des travaux neufs, et dans ce cas-là, on peut en effet éviter d'avoir à faire une tranchée. Ouais. Merci Benoît. Je pense qu'on a répondu à cette question. Quelle est l'autonomie du système d'éclairage Sungy? Pour le système d'éclairage Sungy, en fait, l'autonomie, il faut se dire que l'autonomie, c'est un paramètre. Donc, tout dépendra du besoin du client. Donc, si maintenant le client va exprimer ou va carrément exprimer son besoin en disant qu'il a besoin d'une certaine autonomie, alors on va lui fournir. Donc, ça dépendra du besoin, donc du confort, de la sécurité et du type d'application. Donc, il n'y a pas vraiment une autonomie bien précise. Tout dépendra du projet et du besoin client. Oui, on peut aller jusqu'à de 1 jour, 2 jours, 3 jours, voire un peu plus. Les questions que va se poser le projet ou le décideur là-dessus, c'est souvent un besoin de confiance dans l'énergie solaire. Il se pose la question, et les jours où il pleut, et puis si mon panneau solaire, pour une raison ou pour une autre, a de l'ombrage parce qu'il a été sali, ou bien il y a des feuilles mortes qui sont tombées dessus, ou bien il y a une nouvelle tour qui vient de se construire à côté. Enfin, il y a plein de croyances, il y a plein de problématiques qui peuvent être réelles à l'usage. Et ça, comme disait Mohamed, on va adapter la capacité batterie et on va adapter la génération photovoltaïque en fonction du besoin. A priori, on part toujours sur une hypothèse d'une journée d'autonomie. Ça, c'est le premier niveau de backup. Donc, même s'il y a un moindre ensoleillement ou bien la nuit précédente, il y a eu beaucoup de passages de détection de présence, par exemple, et donc la batterie s'est beaucoup vidée, alors là aussi, on peut tout à fait envisager ça. Là aussi, j'ai envie de rajouter un petit paramètre intelligent, c'est que le BMS lui-même, on peut lui demander de la même façon de regarder ce qui s'est passé la veille et de s'adapter en temps réel. C'est-à-dire que si la veille, il y a eu un éclairement, une irradiation solaire, un peu plus faible, et que la batterie a été vidée très vite parce qu'il y a eu beaucoup de besoins d'éclairage, il peut se mettre en sécurité et la nuit suivante, au lieu d'envoyer 100, il va envoyer 95 ou 90, ce qui n'est pas du tout visible à l'œil nu. Mais lui, il se met encore une fois en sécurité, et c'est pour ça qu'on parle de smart lighting, c'est parce qu'il est capable également de prendre en compte les événements réels. Merci Myriam. Dernière question. Quelle est la durée de vie du système d'éclairage? Benoît? Si vous voulez. Donc en fait, il y a des durées de vie suivant les LED que l'on prend. En fait, c'est une question de qualité, une question de budget aussi. On compte en gros entre 50 000 heures et à peu près 80 000 heures pour les meilleures lampes. Ça peut aller à 100 000, mais la moyenne est de cet ordre-là. Il faut voir que souvent, c'est la LED en tant que composant électronique qui finalement finit par être très très fiable. C'est-à-dire qu'il faut au final ne plus vraiment considérer que c'est la LED qui risque d'être le premier composant qui va être défaillant dans tout un système d'éclairage solaire. Myriam, tu veux compléter ça ou... Oui, toujours sur le positionnement Sungy, ce qui est fondamental à comprendre et que les partenaires et nos clients et ceux qui nous connaissent le savent. Nous, on est sur des durées de vie très longues parce que c'est l'intérêt du solaire, c'est qu'il ne faut pas de maintenance, il ne faut plus intervenir,
vous branchez, ça marche. Et nous, on ne s'en occupe plus. On ne s'en occupe plus, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas dessus. On pilote à distance, on regarde, mais on veut des choses extrêmement fiables dans un contexte budgétaire intéressant aussi. Et dès lors qu'on va renvoyer un ingénieur ou un mécanicien ou bien une grue pour intervenir sur l'éclairage, vous êtes en train de consommer finalement ce que vous avez cherché à économiser. Donc là-dessus, on est sur des durées minimum pour les batteries lithium, pour le BMS, pour le panneau solaire, de 10 ans sans aucun problème. Après, s'adaptant au budget, comme je vous le disais, bon, s'il faut mettre du plomb, là, les meilleurs plombs ne vont pas au-delà de 4 ans, 5 ans. Voilà. Merci. Peut-être une toute dernière question. Est-ce qu'il est utile de parler, pour le choix de la LED, de parler de watts ou bien on parle plutôt de luxe? Bien sûr, si on veut parler, on parle de watts, on parle de luxe, on parle de lumens. On parle de watts parce que cet éclairage va être alimenté, donc on a besoin de savoir cette puissance électrique. Lors de l'étude photométrique, on parle uniquement de luxe et de lumens. Mais une fois on veut faire une étude électrique, ça veut dire qu'on va dimensionner notre panneau et dimensionner notre régulateur, on doit savoir cette puissance électrique. Mais si on se place à la place du demandeur, à celui qui exprime le besoin, est-ce qu'il parlerait de besoin en watts ou en luxe? Qu'est-ce qui est le Il mieux pour... parlerait exactement de besoin en lumens, en quantité de lumière. D'accord. Donc, s'il y aurait un cahier de charge, des lumens suffiront. Ok. Oui, merci. On va même un peu plus loin. On parle en lumens par watt. Et là, on arrive vraiment à comparer la performance et l'efficacité de la solution. Parce que si vous parlez en watts en comparant du sodium et de la LED, Mohamed a raison, on n'a pas les mêmes lumens. Donc, en fait, on va comparer une consommation ou une puissance électrique à un appel de charge, mais pas du tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'éclairage, donc le lumen. C'est pour ça qu'on a commencé cette présentation en remettant les mêmes notions photométriques. Il y a beaucoup plus de choses qu'on regarde, évidemment, on a vulgarisé ici, mais la meilleure comparaison, c'est les lumens par watt, qui va vous donner finalement l'efficience énergétique. Et d'ailleurs, l'Agence pour la promotion de l'utilisation de l'énergie, le ministère de l'énergie, eux aussi tentent d'habituer les institutionnels publics et privés à parler d'efficacité, donc de lumens par watt. J'avais parlé à pas mal de bureaux d'études en Algérie qui étaient chargés d'écrire des prescriptions là-dessus et on leur a toujours dit et expliqué qu'il faut parler de lumens par watt et ils l'avaient très bien intégré dans les nouveaux projets. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a plus de questions sur cette part. Oui, peut-être une dernière. Si l'on peut charger une batterie NiMH à midi, donc peut-on... Alors, la question est un peu... peut-on... Alors, si l'on peut charger une batterie NiMH à midi, peut-on de midi jusqu'au coucher du soleil intervenir sur un autre luminaire qui a du mal à charger sa batterie quand il y a de l'ombrage, créer un microgrid entre les luminaires? Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous. Ça dépendra de la conception au départ. Si c'est quelque chose qu'on a intégré dans l'étude, oui, on va en reparler encore une fois plus largement avec le smart lighting. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur la réponse. C'est tout à fait possible d'échanger du peer-to-peer de l'énergie entre plusieurs mâts et entre plusieurs candélabres. On peut échanger plusieurs autres choses également entre tous ces candélabres. Donc, oui, c'est faisable et je pense que sans plus attendre, on va pouvoir avancer sur la suite. Donc, je laisse la main à Benoît qui prendra le relais sur la partie quelques exemples de réalisation. À toi, Benoît. Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Benoît Arnal, directeur général de Indigo Énergie Algérie et partenaire de Sonji sur les activités d'éclairage à LED et en particulier de luminaires solaires. Je vais vous parler de plusieurs solutions dans l'éclairage solaire et du coup reprendre avec vous la méthodologie que nous utilisons dans un projet. Comme Mohamed vient de vous présenter, on démarre par la définition des besoins et la première orientation générale d'un projet se dessine
est-ce qu'on est dans un éclairage solaire centralisé ou décentralisé? On en a parlé un petit peu. En décentralisé, c'est le lampadaire autonome qu'on vient de voir. C'est-à-dire que chaque point lumineux, chaque candélabre, possède son propre système d'énergie avec un panneau solaire, une batterie et une électronique pour gérer tout ça, le BMS, avec tous les avantages qui ont été expliqués juste avant. Pour cela, je vais parler des deux catégories principales, les all-in-one et les all-in-two. Dans le all-in-one, le panneau solaire est juste sur le dessus du module de LED. Et donc le panneau n'est pas forcément orienté vers le sud pour avoir le maximum d'ensoleillement. On le voit sur la photo, le panneau est orienté du sens opposé au module de LED. Dans le all-in-two, le luminaire est orienté de manière à éclairer dans la bonne direction où on veut éclairer, et le panneau, lui, est orienté de manière à recevoir le maximum d'énergie solaire dessus, et donc recharger correctement la batterie, indépendamment de l'orientation du luminaire. Ce mode permet aussi d'avoir une meilleure optimisation thermique, car il faut éviter que la chaleur ne s'accumule autour d'une batterie pour optimiser sa durée de vie. On en a parlé tout à l'heure, suivant les différentes chimies. Là, je vous montre la photo d'un luminaire all-in-two qui a été installé en Kabylie. Vous reconnaissez les nids de cigogne. C'est le premier lampadaire solaire qui a été installé en Algérie il y a plus de 3 ans. Et là, c'était une batterie lithium. On en a parlé. Là, on est au nord de l'Algérie. La température reste malgré tout inférieure au sud algérien. Par contre, au niveau du centralisé, ça revient à rassembler tous les panneaux solaires au même endroit et toutes les batteries au même endroit. Par contre, chaque luminaire sera réparti selon le meilleur endroit à éclairer, tel que l'étude photométrique l'aura défini. Cela aura des avantages au niveau de l'optimisation de l'énergie, de rassembler les panneaux à un endroit et les batteries à un endroit, mais cela aura la contrainte d'enterrer les câbles d'alimentation des luminaires. On voit ici un projet d'éclairage centralisé qui a été réalisé, Myriam en parlait tout à l'heure, c'est au marché de Gros à Tipaza, avec une centrale solaire sur la toiture. Et les batteries, elles, sont dans un local juste en dessous. Et l'ensemble, en fait, alimente un réseau d'éclairage à LED pour tout ce site de marché de Gros. Voilà, je vais vous présenter maintenant un exemple de projet d'éclairage avec l'utilisation de ces techniques centralisées et décentralisées. Voilà, ça c'est le projet d'éclairage pour une usine en Algérie. Le site a déjà démarré la construction et on nous a demandé d'éclairer tous les extérieurs de l'usine. Donc le client nous donne son plan de masse, vous voyez. On voit ici le bâtiment de l'usine et toutes les zones extérieures, avec la zone d'entrée de l'usine, avec l'accès à une route. Il y a aussi un parking visiteur. Tout au fond, c'est la zone de chargement des poids lourds. Et à gauche, c'est le parking des employés. Pour ce projet, c'est le cas d'un client qui donne plusieurs objectifs à son éclairage. Il cherche d'une part à sécuriser le site en ayant un éclairage minimum pendant toute la nuit, aussi un gardien, et on devait imaginer l'utilisation de détecteurs de mouvement. Comme on l'a vu, l'éclairage doit être à une puissance réduite toute la nuit, au moins consommée, mais en cas de détection d'un piéton par les senseurs, les LED passent automatiquement à leur puissance maximale. Pour les zones de chargement des poids lourds, en haut, il faut au contraire un éclairement au sol qui soit très important et sur des zones bien définies. Donc, dans cette zone, on a alimenté les LED à travers une mini-centrale solaire en autoconsommation. Les panneaux sont placés sur la toiture de l'usine, donc c'est proche au niveau du câblage par rapport au luminaire, et les batteries, elles sont placées à l'intérieur du bâtiment et on les a mis en plomb gel parce qu'on est à l'intérieur, tout climatisé. Pour le parking des employés,
Il faut au contraire un éclairement qui soit très homogène. Ça, c'est encore le logiciel de simulation d'éclairement qui a permis d'adapter les lentilles optiques. Moi, je viens d'en parler. Une lentille, donc elle s'ajoute au... C'est une pièce en composant, polyuréthane par exemple, plastique. Ça s'ajoute au composant LED pour guider les photons selon une ouverture du faisceau lumineux qui est plus ou moins grande. Une ouverture, par exemple, 30 degrés, 60 degrés, 120 degrés, de manière à projeter la lumière sur une zone plus ou moins large. Il faut être clair, le choix d'une lentille fait partie de l'étude photométrique. Ensuite, pour le parking des visiteurs, il a été choisi des luminaires solaires de type all-in-2, comme on l'a expliqué, parce que les panneaux doivent être orientés de manière à recevoir le maximum de soleil, indépendamment de l'orientation du luminaire. Pour ce choix de luminaire solaire, en fait, c'était plutôt un objectif d'esthétique, on va dire même d'image de marque, de montrer un luminaire solaire. Et ensuite, il y a l'éclairage de l'entrée de l'usine du côté de la route. Voilà, toute cette zone-là, avec des contraintes d'éclairement de type routier, pour ne pas éblouir les véhicules, par exemple. Donc, je vais faire maintenant un zoom sur la zone de l'entrée à l'usine pour vous montrer un rendu lumineux. Dans la slide suivante, donc le client nous a fait des demandes bien spécifiques. On voit ici l'éclairage du portail d'entrée de l'usine, avec une zone plus éclairée au niveau de la guérite du gardien, au niveau de l'entrée. Ensuite, il y a une zone à fort éclairement à l'endroit où arrivent les chauffeurs routiers. Donc le poids lourd stationne ici, l'autre zone ici. Hein, donc le poids lourd il stationne, il doit avoir en fait des étapes administratives à faire. Il faut qu'il y ait un luminaire à très forte puissance et on va mettre une lentille optique avec une faible ouverture pour éclairer sur une zone finalement très restreinte. Ensuite, on voit les zones des emplacements des lampadaires solaires sur la zone de parking des visiteurs. Et on a un éclairage qui devient plus intense lorsque un visiteur approche, quelqu'un qui vient récupérer sa voiture ou une voiture qui rentre. C'est la détection de présence qu'on a vu tout à l'heure. Là, on a mis des luminaires 30 watts et on a mis des batteries NiMH parce qu'il y a une question de durée de vie pour des fortes températures. Enfin, il y a une autre zone qui est à l'entrée du bâtiment de l'usine. C'est en fait un chemin d'accès, une zone piétonne. Donc tous les visiteurs ou tous les employés qui veulent rentrer dans le bâtiment ont donc là c'est un projecteur à LED qui fait un éclairement très fort. Et sinon les autres zones avec ce chemin piéton et les luminaires plutôt design. Voilà, donc cet exemple de rendu, même sur une zone très restreinte, il ne s'agit que de l'entrée de l'usine, ça montre la variété des configurations pour expliquer nos différents choix et surtout la bonne combinaison d'une solution globale d'éclairage. Donc, pour reprendre les étapes d'un projet d'éclairage, nous avons vu qu'un projet comme celui-ci peut être vu dans sa globalité pour comprendre les attentes d'un client. En effet, chaque zone a des objectifs différents sur le plan de l'éclairage et l'étude permet cette optimisation technique et financière. C'est le cas du choix des LED. On a vu la puissance, l'utilisation d'une lentille optique, le choix des hauteurs de main et des interdistances entre les mains. Sachant que l'étude de simulation qu'on a vue, elle permet d'optimiser pour chaque point lumineux, en effet, la hauteur des LED, mais aussi la direction dans laquelle est projetée la lumière. Et en plus, l'inclinaison d'un luminaire par rapport au sol. Ensuite, on a fait le choix de batterie. Donc déjà, la capacité de la batterie par rapport à l'autonomie.
et la technologie de la chimie qu'on a sélectionnée. Une technologie différente sur la mini-centrale solaire et au niveau des lampadaires solaires. Ensuite, on a fait le choix de panneaux solaires. Certains panneaux sont posés sur la toiture du hangar et d'autres sont en haut d'un mât de 6 mètres. Donc, il faut prendre en compte la prise au vent. On a fait aussi le choix de l'électronique de gestion. Un profil d'éclairage avec un dimming et dans certains cas, un détecteur de mouvement. Et au final, ça revient aussi à avoir fait le choix de l'alimentation des luminaires avec, je disais, un lampadaire autonome et une mini-centrale solaire. Voilà. Je voudrais vous présenter maintenant un deuxième projet d'éclairage. C'est à la demande d'une académie de golf, une académie au Maroc, qui reçoit les meilleurs joueurs au monde. Elle voulait, cette académie, proposer de prolonger les heures d'entraînement en début de nuit. En fait, comme c'est le Maroc, c'est aussi les heures où il fait le moins chaud. Donc, dans cette académie, il y a des golfeurs de niveau international qui viennent s'entraîner. Donc, c'est un practice de golf. Et il y a 4 zones d'entraînement. Ces 4 zones correspondent à des gestes en fait de golf, des gestes d'entraînement qui sont spécifiques. Les joueurs viennent pour travailler leur swing et donc soit ils doivent faire des tirs très longs, il faut dire c'est de l'ordre de 200 mètres, 300 mètres, soit des tirs de moyenne distance mais avec plus de précision. En fait, c'est le deuxième tir pour une même balle. Et ensuite, il y a une zone où il travaille une très grande précision parce qu'il faut faire entrer la balle dans le trou. Donc la demande était de faire un éclairage solaire, impérativement, pour un aspect environnemental. Nous ne pouvions pas mettre les panneaux dans les zones de tir, mais nous pouvions utiliser les surfaces en toiture des bâtiments pour placer les panneaux solaires. Donc on est dans le cas uniquement d'un éclairage centralisé. Aussi, il fallait que l'esthétique soit très design, mais discrète. Nous allons voir ça sur le plan de masse de la slide suivante. Donc sur ce plan de masse, qui est là, nous voyons le premier bâtiment en noir. Ça, c'est le clubhouse, en noir ou en grisé, avec une surface en toiture qui est assez importante pour y mettre des panneaux solaires. Dans ce bâtiment, nous aurons un local technique pour mettre les batteries. En effet, nous montrons les luminaires avec le principe de l'autoconsommation avec stockage, ce que nous avons vu dans le premier des webinaires ce lundi. L'énergie solaire, en fait, sera stockée dans des batteries de type lithium. Je vous montre maintenant les différentes zones à éclairer. Donc, tout en bas, ce qu'on appelle la zone 1, slide précédent. Toujours dans le plan de masse. Ouais. Ici, on a une zone de tir long, 300 mètres à peu près. Donc, on ne peut pas mettre de candélabre sur le trajet, la zone 1. Donc, on va placer les luminaires en périphérie de la zone avec des lentilles optiques à faible ouverture pour concentrer le faisceau lumineux. Et on va aussi mettre des luminaires au ras du sol, semi-enterrés, pour compléter la luminosité. On a aussi une zone boisée tout en haut, donc avec des contraintes d'arbres qu'on ne peut pas enlever, et on ne peut pas mélanger ça avec des candélabres. Donc on doit tenir compte de cette contrainte. Et tout en bas, à gauche, on a une zone de tir de moyenne distance et avec suffisamment de précision, plus de précision déjà. Donc là, c'est une forte luminosité. Et tout en bas, derrière le bâtiment, tout en bas, on a une zone de potes qui permet de s'entraîner à placer la balle dans un trou. En fait. Donc là, il faut plutôt une excellente homogénéité de la lumière, une uniformité. Donc, une fois qu'on a vu ce plan de masse, on voit, en fait,
on élabore les premiers visuels. Et on fait d'abord des visuels avant éclairement dans le slide suivant. Et faire des visuels avant éclairement, ça permet de valider les attentes du client. En effet, au moment où nous faisons ces réunions avec le client, le site est dans un état de chantier. Donc, c'est impossible pour le client de se projeter alors qu'il est face à un terrain en friche. Donc, on valide ensemble les zones où il est possible de mettre des candélabres et éventuellement des zones où c'est interdit. Donc là, on voit sur ce visuel les différentes zones et on voit d'ailleurs un peu mieux tout en bas la grosse zone verte qui, elle, est la zone où on fait des tirs très précis et les luminaires doivent apporter une lumière très homogène. Dans la planche à droite, on voit qu'on commence en fait l'analyse des solutions lumineuses. Ici, c'est un luminaire Indigo Energy qu'on avait utilisé. Et on fait différentes simulations pour montrer au client le rendu avant la mise en éclairement. Et ça permet en même temps de revalider certains choix et que le client vérifie qu'on a bien pris en compte toutes les contraintes. Donc ensuite, on passe à la simulation d'éclairement et on fait, l'optimisation des solutions zone après zone, donc de manière indépendante. Mais au final, chaque luminaire va apporter un peu de luminosité sur la zone à côté. Donc, on prend ça en compte. Là, cette zone en rouge, c'est ce qu'on appelle la zone de tir de moyenne distance. Donc, tout en bas, on voit les trois lignes où sont les tireurs. Et donc, on fait l'étude photométrique spécifique par rapport aux besoins de luminosité de cette zone. Donc, Dialux nous donne les informations de luminosité et on va optimiser chacun des luminaires pour avoir ce rendu-là et obtenir, ça c'est des graphiques typiques de Dialux, mais sur la droite, on voit un peu mieux, en fausse couleur, on voit ça un petit peu mieux. C'est en fait la simulation d'éclairement sur l'ensemble des zones. Et au final, à droite, on voit c'est l'association de plusieurs études Dialux sur un seul et même rendu lumineux. On peut revoir les zones en rouge très éclairées. Et par exemple, dans la zone de tir long, on voit du coup le rendu des luminaires semi-enterrés. C'est ça l'étude de manière générale qui a été faite et qui apporte cette vue globale au client, et sachant que il y a donc un aspect esthétique dont je parlais et en même temps des contraintes techniques très fortes parce que c'est validé, ça doit être validé par des comités d'organisation de compétition de haut niveau, de niveau international. Voilà. Donc, par rapport à cette étude, on a vu que les choix sont faits sur la base de connaissance de tous les paramètres qui entrent en jeu dans l'éclairage solaire, les LED, ensuite comment on les alimente et aussi comment on gère cet ensemble. Mais il faut comprendre que ça ne peut se faire qu'avec une relation très étroite avec le client et c'est ce lien qui permet d'arriver en fait à une solution unique. Merci Benoît. On va faire encore une petite pause avant de transiter sur la partie Smart Lighting. Moi, ce que j'ai pu retenir sur cette partie-là, c'est que vraiment, toutes ces études qu'on peut faire, ce n'est pas des choses qui se font juste en plaçant des luminaires, c'est plutôt des études détaillées, c'est une analyse profonde du besoin de l'utilisateur, sur même en dispatchant ça sur différentes zones, mais c'est vraiment des études de détail, des dimensionnements bien précis pour pouvoir donner vraiment le niveau d'éclairement que souhaite avoir le client. C'est pas juste placer des luminaires un peu partout. Exactement.
Myriam, tu veux compléter avec quelque chose? Oui, c'est toujours un grand plaisir de voir les rendus et surtout le plaisir que l'on prend à avoir travaillé sur ce projet. La première grande fierté, c'était que c'est un projet au Maroc. Donc, ils sont venus chercher de la compétence algérienne. Benoît est installé à Tazmalt, hein, dans la région de Béjaïa. Et on a travaillé de concert pour satisfaire cette atypicité, j'ai envie de dire, dans l'académie du roi du Maroc. Et on était très intéressés et le client était absolument agréablement surpris de voir le niveau de compétences et d'études qu'on avait. Sur cette étude photométrique. Alors, au-delà du plaisir qu'on y a pris avec Benoît et les ingé Sanji pour comprendre, avancer, moi j'étais sur place, j'essayais de comprendre comment on joue au golf parce que ce n'est pas forcément une prédestination au départ. Il a bien fallu s'adapter au swing, donc il fallait qu'on ait des contraintes particulières de ne pas éblouir le joueur, mais en même temps il fallait qu'on l'accompagne sur son besoin de shift night. Les 4 zones étaient elles-mêmes très différentes. On avait des bosses là où il devait s'entraîner sur certains swings. On avait des endroits où il devait tirer loin. En plus, évidemment, le joueur devait pouvoir se déplacer, donc ne pas marcher sur nos éclairages ni sur nos... Enfin voilà, on s'est vraiment cassé la tête. On a vraiment réussi à proposer quelque chose de très spécifique avec encore une fois une grande fierté de l'avoir fait avec des compétences algéro-algériennes pour nos voisins africains. Et on a réussi même à aller jusqu'à une vidéo qui était un super montage qu'on ne pourra pas vous diffuser ici, mais qui sera dans les liens de partage, qui permettait à l'Académie du golf d'avoir un rendu lumineux, une accélération entre le moment où on passe du jour et de la nuit. On a mis des choses très discrètes. Nous, comme d'habitude, on dit aux clients, au projet, oui, oui, bien sûr, tout est possible. Et je me retourne après vers les ingés, je leur dis, si, il va falloir trouver, mais si on réfléchit ensemble et on brainstorm ensemble, je sais qu'on les challenge beaucoup, mais la preuve, c'est qu'on est arrivé à faire des choses extrêmement intéressantes. J'ai une question, tiens, en live. Dans quelle région se situe le golf? Il est à Rabat. Le projet n'a pas encore été réalisé jusqu'au bout, hein. Pour l'instant, comme il vous disait, ça a été un chantier et c'est encore un chantier, mais on a été très contents d'avancer là-dessus et surtout de montrer que c'est possible, que le solaire, l'éclairage, le lithium, la batterie peut s'adapter à des choses assez différentes. Et le rendu lumineux à la fin est vraiment très intéressant. Et puis nous, ça nous a poussé dans le retranchement. On a imaginé des totems à certains endroits pour avoir une lumière un peu plus diffuse. On a mis des projecteurs enterrés au sol qui en fait inclinaient la lumière ainsi, sans bien sûr éblouir le joueur, mais avec un an. On devait pouvoir suivre la balle. Enfin voilà, plein de contraintes auxquelles on a réussi à répondre. Merci Myriam. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Donc, si vous n'avez rien à rajouter, on pourra continuer sur la suite, sur la partie gestion intelligente. Très bien. Donc, après cette explication sur ces 2 projets, je vous propose maintenant d'aborder une des notions d'innovation que l'éclairage à LED a permis. C'est la gestion intelligente de l'éclairage, smart lighting en anglais. En fait, l'utilisation de la LED en tant que composant électronique a permis d'ouvrir à beaucoup d'innovations. Et notamment, on peut utiliser les avancées des domaines des télécommunications et des réseaux informatiques. Comment on fait? Pardon. Donc, en fait, les objectifs de la gestion de l'éclairage public, c'est déjà de mieux connaître la consommation de chaque luminaire et luminaire par luminaire. Ça permet d'agir de manière mieux ciblée pour réduire les consommations et ça permet d'aider à la décision sur les actions de maintenance. On va voir ça. Comment on met en place un projet Smart Lighting? Donc déjà, par exemple, sur une ville, si on a plusieurs rues, la place du marché et différents endroits qui sont demandés,
on fait la géolocalisation de chaque luminaire, par exemple, qui résulte d'une étude photométrique. Pour chaque luminaire, on sait le positionner. Et ensuite, on va mettre en place un réseau de communication. Je parlais des télécoms, du réseau informatique, on est exactement dans ces domaines-là. Et en fait, on récupère les données techniques qui sont transmises par chaque luminaire et on va les centraliser sur un serveur. Sur ce serveur, on va avoir une interface utilisateur qui va être accessible pour le gestionnaire du réseau. Donc, cette personne-là va pouvoir faire le monitoring, le contrôle à distance et faire un diagnostic. Il peut faire une décision. Donc, il va pouvoir après générer des rapports et décider d'actions de maintenance. Comment on fait? En fait, l'électronique que l'on met dans les luminaires, elle peut être commandée à distance. On va y ajouter à chaque point lumineux des fonctions qui vont mesurer différents paramètres électriques et énergétiques. Ces datas vont être communiquées sans fil. Donc, on va récupérer des informations comme de la tension dans un luminaire, le courant, un état de fonctionnement. Et la communication, on va l'envoyer sans fil jusqu'à une box, une passerelle. Ça convertit les signaux ensuite pour les transmettre sur le réseau mobile GSM et ça va être disponible sur un serveur. Donc là, il y a de la gestion d'autorisation, de sécurité informatique qui va donner différents droits, différents accès à des personnes différentes. Ça peut être le cas, par exemple, de la société qui fait l'exploitation du réseau. Ça peut être aussi le responsable de la maintenance dans une usine, qui a différents luminaires extérieurs, comme on avait vu tout à l'heure. La personne qui a accès à ça aussi, ça peut être le chef des services techniques dans une APC. Si on peut mettre la slide suivante. Donc là on voit différents luminaires qui ont une électronique et en bleu, là, ça fait une communication. Chacun des luminaires a une électronique supplémentaire qui communique à une passerelle. Le cas de LoRa, c'est un protocole de communication qui est fait pour du long range, donc des communications à distance plus étendue. Il y en a à courte distance avec le Zigbee, par exemple, mais plusieurs protocoles sont possibles. La conversion se fait en GSM sur le réseau qui arrive après sur un ordinateur et on peut gérer en fait tout ça à distance et surtout dans les deux sens. On va voir ça. Donc, je vais vous montrer dans la planche suivante ce qui est affiché sur l'ordinateur de la personne qui fait la supervision. Donc, sur cette carte de la ville, on voit différents points lumineux et chacun de ces points lumineux, en fait, montre déjà la géolocalisation dont on a parlé. Et la personne qui fait la supervision peut, avec sa souris, cliquer sur un seul des luminaires et obtenir différentes informations. Parce que en fait, les données sont transmises en temps réel. Donc, toutes les datas sont remontées de chacun de ces points lumineux vers le serveur informatique et le PC de pilotage, monitoring. Donc, du coup, ça permet en fait de transférer de la décision vers la personne qui est responsable de ça et de piloter à distance, par exemple, des actions de maintenance. Donc, lui, il peut voir directement s'il y a un luminaire qui est en défaut. Il peut, du coup, lancer une action corrective. Soit envoyer une équipe pour faire de la réparation.
du coup, le lendemain, la personne peut vérifier que les actions se sont déroulées correctement et que le problème a été réglé. On peut aussi agir à distance, donc bien un monitoring sur l'éclairage pour une zone particulière. Si on veut par exemple réduire l'éclairage sur la place centrale d'une ville, ou bien supprimer momentanément le dimming dans une rue, si on veut récupérer l'éclairement maximum. Ça correspond à la question qu'on a eue tout à l'heure. Voilà, en conclusion, toutes ces innovations dans le domaine de l'éclairage, c'est grâce à l'utilisation de la LED. Ça permet en fait de mieux connaître les consommations d'un parc luminaire et ainsi à distance de mieux décider sur les actions qui permettront une meilleure gestion énergétique de l'éclairage. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Benoît. Donc, on a fait un peu le tour sur cette partie gestion intelligente qui est vraiment quelque chose de très important et d'innovant, qui existe déjà en Algérie, qui a été mis en place sur certains projets. Même nous-mêmes, nous avons travaillé sur ce genre de projet de smart lighting et qui est très important à mettre en place sur des projets qui vous permettent vraiment d'avoir une certaine autonomie, une certaine gestion à distance de l'installation en éclairage. Je ne sais pas, Myriam, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ou Mohamed. Oui, merci. Effectivement, bon, c'est très court, hein, 1 h 30, mais c'était pour vous donner envie d'aller un peu plus loin, de vous donner les premières questions à se poser dans le cadre de ces démarches d'éclairage solaire. On sait que le gouvernement actuellement, et c'est normal, pousse énormément les collectivités locales, les industriels et les accompagne pour passer à la LED. Il y a de la LED algérienne de très très bonne qualité sur laquelle aujourd'hui avec lesquels nous sommes partenaires. Je suis assez fière et reconnaissante d'avoir ces partenaires autour de nous aujourd'hui sur ces projets qui existent déjà. Dans l'état actuel de l'Algérie, c'est important d'avoir de la compétence et on sait qu'on l'a, et puis de la production locale, mais avec des normes et au niveau de normes internationales. C'est-à-dire qu'il nous faut des durées de vie garanties, il nous faut au moins les mêmes exigences en termes de qualité, en termes de résistance, parce que notre pays y a le droit, comme tous les autres marchés, et en même temps, nous devons aussi avoir le droit d'avoir de l'éclairage de qualité qui va durer longtemps et qui va nous permettre finalement de déployer plus rapidement des produits locaux pour l'export. C'est vraiment la vision que l'on a aussi, hein. On est déjà sollicité pour d'autres marchés. L'Afrique a besoin de nous et pourquoi pas imaginer d'aller encore plus loin sur les études, sur la production locale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN Senji, hein. Pour ceux qui nous connaissent, vous le savez. Je fais un petit clin d'œil à Boukhal Fayaissi qui plaide pour la même démarche au sein du cluster qu'on a fondé ensemble. Je fais un petit coucou à Hicham Doubabi qui est notre partenaire sur toute la partie climatisation efficiente, qui a des partenariats et qui a déjà développé énormément de beaux projets sur tout ce qui va être clim intelligente, clim efficiente, donc c'est son entreprise CCVF. Et j'espère qu'aujourd'hui, cette démonstration et ce premier panorama d'éclairage solaire vous a donné un panorama de tout ce qui est possible de faire dans une démarche d'étude, c'est important, et je pense que vous l'avez compris, jusqu'à la réalisation, mais en exploitation, on doit encore être là et vous accompagner. Donc, on aurait voulu vous parler également des solutions LiFi. Je fais un clin d'œil à mes ingénieurs parce qu'ils sont toujours à la pointe de toute l'innovation. Le LiFi, ça permet en fait d'avoir, grâce à la lumière de l'Internet, hein, quasiment partout, sur des technos qui sont tout à fait maîtrisés aujourd'hui et qui sont commercialisés et qui fonctionnent très bien. Je pense également qu'on a réussi à vous montrer le panorama de ce qui est possible de faire en éclairage, donc du plus simple, moins cher, jusqu'au plus compliqué et avec des budgets plus importants. Et puis, je suis encore une fois vraiment ravie de cette participation à ces séminaires. Je ne pourrais pas m'empêcher de vous dire qu'il y a d'autres sessions qui sont déjà prévues.
Donc, autoconsommation le 11 mai, stockage de l'énergie le 12 mai, les containers et les solutions mobiles le 13 mai et on vous retrouvera pour l'éclairage solaire le 14 mai. Toutes ces dispositions sont publiées sur nos réseaux sociaux, nos newsletters et là, juste après les inscrits et les participants. Un petit clin d'œil à cette Algérie qui avance, qui construit, qui sait se réinventer malgré la crise qu'on est tous en train de voir. Et la deuxième qui arrive, la crise économique. On saura se dépasser, on saura se réinventer, on est disponible, on est compétent, on est capable et on a une passion que vous avez comprise aujourd'hui. J'espère qu'on a réussi à vous la transmettre. On a une question avant de clôturer. Donc, comment voyez-vous le développement du photovoltaïque en Algérie et les perspectives d'emploi que ce développement va engendrer? Alors, bien sûr que l'Algérie n'est pas en reste. Il y a une filière qui est prête, qui est compétente, qui continue de monter en compétences. Il y a des capacités de production, il y a des ingénieurs, il y a des très bons technico-commerciaux, il y a des institutionnels qui nous soutiennent. On a toujours un espace-temps, il faut se le dire, qui est un peu différent. Mais on attendait d'être dans le mur, on est dedans, on n'y est pas. En tout cas, on avance. Et l'Algérie prend vraiment les sujets. On a des entrepreneurs, on a des multinationales qui font confiance aux qualités et aux compétences Senji. On a également aujourd'hui une forte avancée côté institutions, que ce soit les ministères de l'énergie, de l'industrie, des PME, maintenant des startups, ils nous écoutent, on avance avec eux dans une vraiment bonne intelligence. Et pour moi, le photovoltaïque aujourd'hui a déjà commencé à se développer en Algérie. Les chiffres ne sont pas assez publiés, mais on a beaucoup d'expériences, de références qui existent un peu partout. Et il y a beaucoup, bien sûr, vous avez raison, de perspectives d'emploi. Donc, il y a des wilayas qui sont plus en avance que d'autres. Je pense à Sétif, je pense à Béchar, je pense à Béjaïa. Il y en a d'autres qui avancent également avec plus ou moins des bons projets. C'est la question qui vient derrière. Mais c'est une énergie d'avenir. C'est une filière industrielle au sens américain du terme qui a beaucoup d'avenir. Nous, Senji, vous le voyez, on a des ingénieurs, une jeunesse sur laquelle on a toujours parié et qui aujourd'hui me montre et me démontre et vous démontre également que c'est tout à fait entendable, qu'on est au niveau international et qu'on y restera et qu'il y a beaucoup encore à faire et d'emplois à créer. Une question ou une réflexion de la part de M. Bouzid. Donc, le problème de l'éclairage public solaire, c'est que la réalisation des projets est donnée à des nouveaux entrepreneurs qui n'ont pas l'expérience dans le domaine. J'ai vu un projet où ils ont mis des batteries de voitures et il n'y a pas de contrôle a posteriori. Oui, c'est pas le seul, c'est pas propre à l'Algérie. On a ce problème-là, on ne va pas le nier. Je ne suis pas la dernière à le nier, bien au contraire. Ça a été le cas aussi de d'autres pays. Qu'est-ce qui se passe? C'est un marché nouveau. Pour certains opportunistes, ils le voient comme un marché juteux. Et donc, il y a beaucoup de boutiques qui se créent, de commerces Tara Shamsia, comme ils pourraient vendre des cigarettes électroniques, comme ils vendraient autre chose. Ça, c'est un vrai sujet qui fait souffrir la filière aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle on s'est organisé en cluster pour aller démontrer un certain professionnalisme. Il faut que l'Algérie mette des normes à tous les niveaux. Il faut qu'il y ait de la prescription et de la formation des décideurs et de ceux qui publient aujourd'hui ces marchés-là et ces normes-là. Et malheureusement, il restera toujours des mauvaises expériences qui, à notre sens, permettent finalement de faire grandir la filière et les décideurs. Malheureusement, et on ne va pas rentrer trop dans la polémique ici, vous avez raison, c'est une réalité. On a passé nous-mêmes beaucoup de temps à sensibiliser, former, expliquer à des très hauts niveaux. On a eu le ministère de l'Habitat quand c'était M. Tebboune à l'époque, jusqu'au bureau d'études publiques de ce ministère. On a formé des clients et on continuera de le faire. Aujourd'hui, ça représente quand même près de 20 000 personnes qui ont écouté, entendu nos prescriptions et c'est énorme en 6 ans. Mais effectivement, les opportunistes, ils existent comme dans tous les marchés. Je n'ai pas envie de leur donner des leçons. J'ai envie de me concentrer sur notre savoir-faire.
nos clients qui sont des initiés, qui savent aujourd'hui choisir entre un bon et un moins bon. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de préétudes, beaucoup de prescriptions et ces webinaires aujourd'hui qui sont complètement en open source. Beaucoup me disent, mais Myriam, tu es en train de donner tes secrets de fabrication. Oui, et c'est complètement assumé. C'est-à-dire que si, avec ça, ça permet de montrer que ce métier-là est un métier qui nécessite des expertises, qu'on copie notre expertise, tant mieux, parce que ça voudra dire que finalement, on est tous en train de monter et d'améliorer cette filière. Nous-mêmes, on continue de se former à l'étranger et en Algérie et à rester aux aguets de ce qui se passe dans l'innovation. Donc, on aura toujours à se remettre en question et à avancer. C'est un des facteurs clés de succès de Senji aujourd'hui, c'est qu'on se réinvente en permanence. Et bien sûr, tous ceux qui veulent participer à ces webinaires, capitaliser sur nos partenaires, notre force et je le dirais notre capacité, nos compétences, tant mieux si on permet à ce marché d'avancer vers la bonne direction. En conclusion, dans d'autres pays, ça existe. Les opportunistes auront toujours un temps d'avance, ils vendent moins cher, ils vendent avec des fiches techniques qui sont aléatoires. La solution là-dessus, c'est que les décideurs savent que c'est un métier. Et après, il y a une norme. Il faut que j'arrête là-dessus parce que je vous dis, je ne veux pas leur donner des leçons. Nous, on est passionnés, on se concentre à rester passionnés, à initier nos clients et nos prospects. Et ça nous prend déjà énormément d'énergie et c'est passionnant. Merci beaucoup, Myriam. Je pense qu'on a fait le tour. Avant de clôturer, nous allons lancer un petit sondage pour récolter votre avis sur ce webinaire. Je vous laisse voter. Donc, comme l'avait annoncé Myriam tout à l'heure, aujourd'hui, c'était le 4e webinaire de cette première vague. Donc, nous avons programmé d'autres webinaires pour ceux qui ont raté ou qui souhaitent avoir encore plus d'informations sur les thèmes que nous avons abordés. Donc, ça commencera le 11 mai. On publiera ça sur les différents réseaux et on partagera avec vous inscrits d'une façon individuelle. J'espère que nous avons pu vous transmettre notre passion sur du solaire. Je pense qu'on ira un peu plus dans le détail dans d'autres sessions aussi et on déterminera des points sur lesquels on va approfondir notre communication pour vous permettre d'avoir un peu plus de détails sur certains aspects parce qu'effectivement, une séance, c'est assez court pour tout couvrir. Et pendant cette période de confinement, nous nous mettons à votre disposition. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Nos coordonnées sont sur nos réseaux sociaux. Moi-même, je suis à votre disposition. Mes coordonnées s'affichent ici. Nous vous offrons aussi pendant cette période une étude spécifique par rapport à vos besoins et j'espère qu'on pourra vous accompagner pour des projets qu'on aura identifiés ensemble. Ravi d'avoir vu cet engouement sur cette série de webinaires. Je vois aussi que sur les résultats des sondages, on voit que la plupart ont voté que c'était très intéressant. J'espère qu'on a répondu à vos questionnements. Nous restons là, on est à votre disposition. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux et sur notre site web. Merci à vous tous. Merci à toi, Benoît, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé avec nous. On sait que tu es un partenaire très précieux et on tient à toi. Merci à toi, Mohamed. Merci à toute l'équipe Senji qui a participé à l'élaboration de ce programme de webinaire. Je sais que ça a été intense. Merci à toi, Myriam. Et je vous dis à très, très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.